Bonjour et bienvenue à ce débat en ligne autour de la question faut-il annuler les dettes publiques détenues par la BCE, organisé par l'Institut Veblen, par l'Alternative économique, le journal, et par nous, la Fondation Heinrich Böll. Donc, moi, je suis le directeur pour le bureau de Paris. Et nous sommes vraiment contents qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'échanger sur cette question. C'est ce qui est un vrai débat en France, un débat qui maintenant est mené depuis plusieurs semaines. C'est un débat qui est pris très très au sérieux en France et ce qui est quand même, je dois dire, un peu intéressant et fascinant aussi pour nous comme fondation allemande, par exemple, fondation politique allemande, c'est que c'est en même temps un débat qui n'existe pratiquement pas, par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays de la zone euro. C'est pour ça qu'on est vraiment heureux qu'on peut avoir ce regard croisé européen aujourd'hui sur cette question, et une question qui est bien sûr maintenant posée face à l'endettement des États causé par la crise sanitaire, mais aussi, et là je crois on a aussi des acteurs réunis autour, qui sont très très intéressés par cette question, justement pour la question comment financer une transition écologique et solidaire. Donc vraiment merci beaucoup à Wojciech Kalinowski, à Aude Martin, aussi des alternatives économiques pour l'organisation de ce débat, et aussi à Jules Hébert de notre bureau de la Fondation. Et un très grand merci pour la participation à ce débat à Jésabel Coupé-Soubeyran, à Xavier Timbaud et à Sven Giegold. Et juste aussi pour dire, Paul Magnette, malheureusement, ne pouvait finalement pas participer à ce débat. Mais je crois là, on a déjà vraiment des expertes et des experts extraordinaires qui peuvent nous éclairer sur cette question. Et maintenant, je donne la parole à Aude Martin. Merci beaucoup pour assurer la modération de ce débat. Aude, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup donc au bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll, à l'Institut Veblen, d'avoir pris l'initiative de ce débat et d'avoir associé Alternative économique. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour modérer ce débat. Donc peut-être un point juste simplement pratique pour les interactions avec vous tous qui nous écoutez. Donc vous pouvez poser vos questions idéalement dans l'onglet Q&R en bas, donc questions-réponses. On les traitera au fil de la discussion. Si certains d'entre vous ont l'envie de s'exprimer davantage par oral ou également avec une vidéo, n'hésitez pas à le mentionner, et dans ces cas-là, les modérateurs se chargeront de vous activer le micro et la caméra en temps voulu. Voilà, donc tout se fait dans l'onglet Q&R en bas, et les questions seront prises peut-être un peu plus tard. On laissera d'abord un premier tour de parole aux intervenants, et puis ensuite on viendra à des questions selon les thématiques abordées. Donc le sujet sur l'annulation a été bien introduit, donc je vais pas faire beaucoup plus long. Simplement, je vous invite peut-être à aller lire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Il y a eu différentes tribunes qui ont été publiées dans Le Monde ces derniers jours, et qui exposent bien finalement les débats que la proposition d'annulation suscite au sein même on dira des économistes hétérodoxes. Il y a des économistes qui partagent des positions habituellement sur un certain nombre de sujets économiques, qui là ont des débats, des questions assez importantes qui se posent sur l'annulation. Voilà, donc elles sont assez intéressantes, elles résument pas mal les enjeux. Donc peut-être dans un premier temps, je vais vous laisser Jésabel Coupé-Soubeyran prendre la parole pour présenter rapidement la proposition que vous portez, proposition d'annulation donc des créances détenues. On est toujours dans ce cadre des créances détenues par la BCE. Donc je rappelle que vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, mais que donc voilà, votre proposition n'engage pas du tout l'Institut Veblen, qui ne prend pas, lui, position pour ou contre l'annulation. Mais à titre individuel, voilà, vous faites partie de ceux qui défendent la proposition. Donc, je vous laisse présenter rapidement de quoi il s'agit, et puis peut-être expliquer pourquoi ça vous semble pertinent dans le contexte actuel.
Merci beaucoup Aude et merci à tous les organisateurs de ce débat. Donc, pour aller à l'essentiel, de quoi s'agirait-il? Il s'agirait d'obtenir que la Banque centrale européenne abandonne les quelques 3 000 euros de créances qu'elle détient sur les États de la zone euro. Ce sont des créances qu'elle a accumulées avec ses programmes de rachat d'actifs qu'elle mène depuis 2015 et créances qui, bien entendu, se sont accrues depuis la gestion de la crise sanitaire avec son programme spécial de rachat d'actifs, son programme spécial crise, le PEP. Ce serait une annulation conditionnelle. D'accord ? La conditionnalité est très importante, une annulation conditionnelle à de l'investissement public pour un même montant. Autrement dit, pour 100 de créances annulées, eh bien, il devrait y avoir 100 d'investissements publics là où on en a besoin, dans la santé, dans l'éducation et bien sûr dans la transition écologique. Et c'est à cela que servirait cette annulation, à réaliser des investissements publics qui, sinon, alors on en discutera, mais en tout cas c'est le point de vue que j'aimerais défendre, qui sinon ne se feront pas. Alors, précisons que c'est l'ensemble des pays de la zone euro qui bénéficieraient de cet abandon de créances et non pas seulement la France, parce que parfois la proposition a été un peu caricaturée, réduite au cas français. Donc c'est une proposition qui s'applique à l'ensemble des pays de la zone euro, selon une clé de répartition qui ne serait pas nécessairement celle du capital de la Banque centrale européenne, mais qui devrait refléter les besoins qui resteraient à trouver. La décision ne pourrait être prise qu'au terme d'un accord politique de haut niveau qui réunirait les membres de l'eurosystème, les États membres, des membres de la Commission européenne, bien sûr, des parlementaires nationaux et européens, et dont on n'a absolument jamais dit qu'il serait facile à obtenir. Donc, bien sûr qu'il faudrait arriver à cela et ce ne serait pas nécessairement facile. La perte, parce qu'il y aurait perte, bien entendu. Un abandon de créances, ça génère une perte. La perte serait pour qui? La perte serait pour l'eurosystème, c'est-à-dire l'ensemble constitué par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, et ne se reporterait pas, contrairement à ce qui a été souvent dit, ne se reporterait pas sur les États, dès lors qu'on accepterait soit que l'eurosystème fonctionne avec des fonds propres négatifs, car ce n'est pas un problème pour des banques centrales d'avoir des fonds propres négatifs. Soit de trouver une solution comptable, et il en existe, pour transformer cette créance actuelle en créance non exigible et qui ne soit plus de la dette, et qui servent en fait de contrepartie à la masse de réserves que cette opération d'annulation libérerait de la dette et qui ne serait plus retirable du circuit. Et nul doute que si la volonté politique était là, la solution comptable suivrait. D'accord ? C'est notre conviction profonde. Est-ce que ce serait contraire à l'esprit du traité? Bah oui, un peu plus que les rachats d'actifs qui sont déjà assez limites vis-à-vis de l'article 123, même si au fond, un abandon de créances, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de banal, mais c'est absolument pas un événement extraordinaire, un abandon de créances, et aucune loi, aucun traité n'interdit à un créancier de renoncer à ses créances. J'ai bientôt fini, je sais qu'il ne faut pas des interventions trop longues. Juste, je termine sur un point qui me semble important. Ce serait une assistance financière, d'accord ? Cet abandon de créances, ce serait une assistance financière un peu à mi-chemin entre le quantitative easing, c'est-à-dire les rachats d'actifs, et la monétisation, et qui de ce fait d'ailleurs permet de s'interroger à la fois sur le QE et sur la monétisation. Et je crois que c'est toute la force en fait de cette proposition que d'amener à s'interroger bien au-delà de la proposition elle-même. En l'occurrence, parce qu'elle est à mi-chemin entre QE et monétisation, un cran au-dessus du QE en termes d'assistance financière et un cran au-dessus de la monétisation, en dessous de la monétisation, eh bien, ça invite justement à se demander à qui et à quoi sert le QE, et aussi ça invite à se demander si le moment n'est pas venu d'apporter une assistance financière beaucoup plus franche
aux États et donc de lever l'interdiction de la monétisation. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces points, puis on pourra revenir évidemment sur QE, monétisation, etc. Merci beaucoup, Jésabel. Effectivement, on reviendra sur ces points plus en détail par la suite. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon. Xavier Timbaud, je me tourne vers vous maintenant. Donc, vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez signé, vous, l'autre tribune qui est plutôt opposée à cette idée d'annulation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est plutôt une différence de stratégie politique qui vous oppose avec ceux qui défendent la proposition? Est-ce qu'il y a des raisons plus économiques, institutionnelles? Voilà, peut-être dans les grandes lignes, expliquer pourquoi vous pensez que c'est peut-être pas forcément le combat le plus pertinent aujourd'hui. Oui, en fait, même pour le dire très franchement, je pense que ce n'est pas une bonne idée que de vouloir annuler les dettes. Il y a une question de faisabilité, mais en fait, le débat n'est pas fondamentalement sur la faisabilité. Il est vraiment sur est-ce que c'est une voie qui est pertinente, est-ce que ça résout des problèmes ou pas, et surtout, est-ce que, face à des problèmes qu'on peut identifier et sur lesquels on peut se poser légitimement des questions, est-ce qu'il existe d'autres réponses qui seraient, elles, plus pertinentes? Donc, je pense que sur chacun de ces points, effectivement, il y a plusieurs choses à dire. Et j'en profite aussi pour remercier évidemment tous les organisateurs et sur ce débat qui est assez important, qui a aussi été assez parfois mouvementé, peut-être un peu à l'excès. Donc je pense que c'est intéressant d'essayer d'avoir un point de vue raisonné sur ces questions, et c'est ça qui peut-être ferait avancer les choses. Alors, pourquoi annuler les dettes? Ça pose un certain nombre de problèmes. Fondamentalement, le problème qu'on a, c'est un problème de dette publique et de qu'est-ce qu'on considère comme être une dette publique soutenable. Donc, en fait, toute la question tourne autour de ça. La crise de 2008, la crise sanitaire, nous laisse avec des dettes qui ont considérablement augmenté. Elles ont augmenté. La dette française avant la crise de 2008 était autour de 60%, tout petit peu au-dessus. Elle est aujourd'hui presque à 120%. Elle sera peut-être après la crise, une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, dans une zone à 115% du PIB. Donc c'est une énorme augmentation. C'est une augmentation qui nous met en porte-à-faux par rapport aux traités européens, qui nous disent la valeur visée, souhaitable, raisonnable de la dette publique, c'est 60%. Et si on s'en tient à cette analyse-là, on est face à effectivement un problème, parce que réduire notre dette publique, même en 20 ans, de 115 à 60%, c'est quelque chose qui va être en soi problématique et qui va évidemment se heurter avec d'autres priorités, ou qui va conduire à une situation d'austérité qui sera difficile à gérer politiquement, socialement, et encore une fois, qui ne nous permettra probablement pas de faire face aux défis qui sont devant nous, dont celui de la transition environnementale. Donc voilà, le cœur du problème, il est là. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'annulation de la dette, ça peut paraître une solution. Il y a 20% de la dette qu'on peut annuler parce qu'elle est détenue par la Banque centrale. On passerait pour la France, 115 à 95, et on se dit qu'une partie du chemin est faite. Mais une partie du chemin est fait. Mais en fait, c'est un peu illusoire parce que, je vais en reparler parce qu'il y a un autre problème logique derrière, mais Isabelle nous dit ça doit être conditionnel à un investissement public, mais en fait, tant qu'on n'a pas levé la contrainte de 60% de dette, une fois qu'on est revenu à 95, la suite logique, c'est de dire il faut passer de 95 à 60. Donc, de toute façon, il va falloir poser cette question, quelle que soit l'opération qu'on fait. Pourquoi on peut lever cette contrainte? Fondamentalement, on peut la lever parce que en fait, les taux d'intérêt sont bas. Ils ont beaucoup baissé pendant la crise, mais ce n'est pas simplement un effet de la crise et de la politique monétaire, ils ont beaucoup baissé. Et la charge d'intérêt qui est associée à la dette a baissé, elle a plus baissé que la hausse de la dette. Donc, en fait, si on considère non pas la dette mesurée telle qu'elle est mesurée, qui est une convention comptable qui peut se discuter, qui est qu'elle est mesurée à sa valeur faciale, en fait, personne ne fait vraiment ça en comptabilité privée, de mesurer la valeur faciale d'une dette, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, le taux d'intérêt que vous payez sur cette dette est extrêmement important pour déterminer la soutenabilité. Donc, si on se pose vraiment la question de la soutenabilité, à quel moment on juge qu'il est nécessaire
de réduire fortement sa dette, il faut probablement regarder plus du côté de la charge d'intérêt que du montant facial de la dette publique. Et là, de ce point de vue-là, cette charge d'intérêt, elle a baissé. Donc, on pourrait être assez optimiste et se dire, mais finalement, cette dette, ce n'est pas très grave, puisque comme la charge d'intérêt baisse, en fait, peut-être la soutenabilité est augmentée. Alors, évidemment, il y a une question un peu difficile qui nous oblige à regarder le futur et à se dire, ça c'est vrai parce que les taux d'intérêt sont très très bas. Ils vont peut-être remonter, ils sont peut-être en train de remonter, donc ok, ça c'est un argument tout à fait valide, mais même quand on intègre cet argument, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de marge de manœuvre par rapport aux critères de 60%. Et je pense que c'est là qu'est le cœur du problème. Donc, annuler la dette, ça ne nous permet pas de discuter de ce problème, ça nous conduit à, en fait, oublier ce problème qui est le vrai problème et qui peut nous permettre de résoudre la question de la dette entièrement. Avoir une stratégie qui sera raisonnable et qui sera acceptée par tous les États membres de l'Europe, parce qu'elle sera fondée sur une mécanique assez saine, qui est de discuter sérieusement et concrètement de la soutenabilité et d'arriver à un accord là-dessus. On ne peut pas échapper à une discussion de cet accord. La discussion de cet accord ne demande pas une modification des traités en soi. Les critères de dette sont dans des annexes aux traités, donc c'est un tout petit peu plus simple que de modifier les traités. Et donc, c'est une voie politique dans laquelle on peut s'engager assez justement. Bon, j'ai d'autres arguments à développer, mais je vais m'arrêter là pour commencer. Merci beaucoup. Pour peut-être justement ajouter à ces premières questions qui ont été posées une perspective européenne, je vais vous donner la parole maintenant, Sven Giegold. Donc, vous êtes allemand, eurodéputé vert au Parlement européen. Donc, vous avez finalement le débat sur l'annulation agite beaucoup en France. Peut-être est-ce que vous pouvez nous donner une perspective sur ce qui est débattu ou non en Allemagne et essayer de voir, vous, quel avenir vous donnez ou pas à cette proposition dans un cadre plus européen. Parce qu'évidemment, comme on parle de la BCE, l'échelle pertinente reste quand même celle de la zone euro. Donc, je vous laisse la parole pour nous donner cette perspective-là. Bon, évidemment, la situation en Allemagne vers ce débat est très différente. Si vous avez comparé la liste des signataires, il y a déjà une différence énorme des signataires en France et en Allemagne, et aussi leur rôle dans la profession économique et politique. Mais il y a des raisons, évidemment. Mais j'aimerais commencer avec ce que je vois en tant que problème principal, c'est-à-dire pour nous en tant que Verts, mais aussi en tant qu'Européennes. À mon avis, la grande question est pour nous comment sortir de la crise Corona par des investissements verts et aussi dans l'innovation digitale et d'autres innovations qui en a besoin pour réétablir l'équilibre climatique de notre planète. Et c'est pourquoi je partage le début de pensée de cet appel parce qu'évidemment, il y a un grand problème de financement de ces investissements hautement nécessaires avec urgence. Et c'est pourquoi c'est hautement nécessaire de réfléchir là-dessus. Mais en même temps, la zone euro est un compromis, était toujours un compromis, notamment entre la France et l'Allemagne, mais aussi des autres partenaires. Et là, les Allemands, en tant que population, ont un certain sentiment, j'aimerais dire presque hystérique, vers l'inflation et l'endettement public. C'est malheureusement un fait réel et qui limite la possibilité d'agir pour aussi des forces progressistes en Allemagne. Et c'est pourquoi, à mon avis, cette proposition, sans discuter la question juridique, mais pour me concentrer sur l'aspect politique, et utilise beaucoup de capital politique pour une proposition qui est très difficile à aborder et de résoudre. Et en même temps,
Et c'est pourquoi ça coûte crédibilité et énergie politique pour trouver des solutions pour notre problème partagé qui peut nous gagner des majorités dans tous les pays européens. C'est-à-dire, en Allemagne, déjà la politique de la BCE d'aujourd'hui est vue par la majorité des populations très critique. C'est-à-dire, la majorité critique fortement cet expansionnisme, mais ce n'est pas un grand débat public. Plus ou moins, les gens acceptent. Mais annuler la dette publique détenue par la BCE, même pour des raisons qu'on partage, et aussi la majorité de la population partage l'investissement vers la transformation écologique et digitale, ça coûte un capital politique qu'on a besoin pour aborder des questions sur des pas plus réalistes. C'est-à-dire, par exemple, les règles de Maastricht avec les taux d'endettement et des déficits. Ils limitent ce qu'on peut faire pour des investissements. Il faut changer ces règles. Ça va déjà devenir difficile. Et pour cela, si on commence avec un débat d'annulation par la dette par la BCE, ça va déclencher une contre-réaction en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, et plutôt que nous aider pour changer ces règles folles. Ces règles sont ces règles fous, c'est la règle, hein, c'est-à-dire folle. Les règles sont folles parce que le taux d'endettement est très très bas. Elle va probablement rester très bas. C'est pourquoi le taux d'endettement de 60% est arbitraire et économiquement pas bien fondé. Et il faut changer ces règles. Aussi, les 3% de déficit, comme ils sont conceptualisés, il faut les changer. Mais pour cela, il faut un partenaire français qui utilise son poids politique pour des propositions qui ont la chance de gagner aussi le soutien dans tous les pays européens. Et c'est exactement ça qu'il faut construire ensemble. La deuxième question, pour limiter les déficits, il faut une vraie fiscalité européenne et la politique fiscale en Europe. La transformation écologique est liée fortement avec la distribution. Et pour cela, il faut en finir avec la concurrence fiscale. Il y a une grande majorité, aussi en Allemagne, pour cela. Mais il faut la politique et les intellectuels en France plutôt pour des propositions vers cette direction, des investissements forts verts financés par la fiscalité progressive et pour changer les règles de Maastricht et soutenir le pas de la BCE pour stabiliser la situation de la zone euro par la politique monétaire dans une façon plus expansionniste. C'est-à-dire tout ça, on peut faire ensemble. On va aussi recevoir de soutien en Allemagne, mais avec cette proposition d'annulation, on limite notre possibilité en Allemagne d'agir dans le même esprit parce que ça déclenche des vrais sentiments plutôt hystériques qui nous aident pas du tout dans notre démarche ensemble. Merci, merci beaucoup. Jésabel, je vais revenir vers vous simplement pour réagir. Donc, Xavier Timbaud, vous nous expliquez que, évidemment, quand on parle d'annulation, ce qui est important derrière, le fait de soutenir ou pas cette proposition dépend de la vision qu'on a de la soutenabilité de notre dette. Donc, vous insistez beaucoup sur l'intérêt de regarder les conditions de financement et les taux d'intérêt plus que le niveau absolu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a effectivement des taux qui sont relativement faibles. Jésabel Coupé-Soubeyran,
quel regard vous portez, vous, sur la soutenabilité de la dette publique française, alors à court terme ou à moyen terme? Est-ce que pour vous, cette soutenabilité est garantie par les taux bas ou bien est-ce que ça ne suffit pas? Et finalement, qu'est-ce que vous regardez spécifiquement? Je crois qu'effectivement, on touche au cœur du problème. En fait, notre proposition, elle se justifie par l'idée qu'il n'y a pas de compatibilité en fait, entre la soutenabilité de la dette à moyen long terme et la réalisation de la masse d'investissements publics nécessaires à la transition écologique. D'accord? Donc, c'est ce dilemme-là qui est au cœur de notre proposition. Et j'insiste sur un point. En fait, cette proposition d'annulation conditionnelle de la dette, c'est pas tant une proposition qui vise la réduction de la dette, c'est pas ça notre point. Notre point, c'est comment on fait pour augmenter l'investissement public dont on a besoin pour réaliser la transition écologique, comment on fait pour l'augmenter précisément sans augmenter la dette. C'est ça, hein, c'est ça le point clé. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'affranchit en fait de la contrainte de soutenabilité de la dette pour pouvoir réaliser ces investissements dont on a besoin. Moi, je pense qu'il n'y a pas de compatibilité en fait hein, entre les deux. Je crois que soit on s'attache à la soutenabilité de la dette, et alors il faudra que les taux restent bas longtemps, il faudra des déficits faibles et stables, il faudra de la croissance sur un mode non compatible avec les objectifs climatiques, ce qui signifie en clair pas d'investissement public et pas de transition écologique. Soit on s'attache à l'investissement public et à la transition écologique, et auquel cas, eh bien, il va creuser longtemps les déficits et trouver donc le moyen de les financer sans se soumettre à la pression des marchés et en mettant la Banque centrale au service du financement des États. C'est à ce dilemme-là que répond l'annulation conditionnelle, mais elle y répond de manière ponctuelle, en fait. D'accord ? C'est une réponse ponctuelle à ce dilemme. Ce serait une opération exceptionnelle permettant de libérer les quelques 3 000 milliards hein, d'investissements publics partout dans la zone euro à dette constante. Mais ce qui permettrait en fait de répondre de manière pérenne et non exceptionnelle à ce dilemme, c'est une forme d'assistance financière beaucoup plus forte. Ce serait bien sûr la monétisation de ces dépenses d'investissement public dans la transition écologique, ou au moins une partie de ces dépenses. Et juste pour répondre aussi un peu à Sven Giegold, moi je ne pense pas en fait qu'on épuise du capital politique avec ce débat sur l'annulation. Je pense tout le contraire. Je pense qu'on est en train finalement de pousser un peu l'ensemble des États de la zone euro hein, et les institutions, la Banque centrale, la Commission, à réfléchir à tous ces aspects périphériques. Je l'ai dit en fait, la force de cette proposition d'annulation, c'est pas tant ce qu'elle contient en elle-même, c'est toutes les questions qu'elle ouvre. Et cette proposition, elle n'est en rien contradictoire avec la réforme budgétaire, avec la réforme fiscale. Bien sûr que tout cela doit venir s'articuler. Et bien sûr qu'il faut réformer les règles budgétaires. C'est absolument indispensable parce que c'est ça qui a bridé l'investissement public par le passé. Mais pour autant, même cette réforme des règles n'assurera pas la masse d'investissement public dont on a besoin. Donc, il faut à la fois réformer ce cadre budgétaire et réfléchir aux modalités du financement de la transition écologique. Moi, je suis pas du tout, si vous voulez, convaincue par le fait qu'on arrivera à faire reposer tout ça sur du financement de marché.
ni même d'ailleurs sur du crédit bancaire, même en développant un dense réseau de banques publiques. Il nous faut réfléchir bien plus profondément aux modalités du financement de la transition écologique. Et donc, ça ouvre sur cela. Et même chose en ce qui concerne d'ailleurs la réforme fiscale. Je pense que c'est pas du tout antinomique. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut harmoniser la fiscalité en Europe, ça nous permettra d'éviter beaucoup de stratégies d'évitement fiscal, d'accord, parce que c'est sur ça qu'elle repose, c'est sur le manque d'harmonisation, et il faut un impôt plus juste, sans doute revoir également les assiettes pour faciliter le financement des services publics. On pourrait même penser, et c'était, je crois, dans la tribune signée par Xavier, dans la contre-tribune signée par Xavier, on peut penser également à des taxes exceptionnelles, mais qui seraient ciblées sur les gagnants de la crise sanitaire. Mais tout ça ne suffira pas. D'accord ? Donc tout ça, en fait, est complémentaire. Ce sont des dispositions complémentaires auxquelles notre proposition, finalement, d'annulation de la dette invite à réfléchir. Je pense pas qu'on gaspille du capital politique, ni même du temps. Je pense que précisément, si on ouvre autant ces questions, c'est finalement grâce à la pression que cette proposition met. Merci beaucoup. Et on voit donc effectivement, c'est en ça que le débat sur l'annulation est très intéressant. C'est que quand on tire les fils, il y a beaucoup de problématiques qu'on peut aborder derrière. Donc, on s'efforcera de revenir sur ces différents points. Il y a une question, peut-être, tant qu'on était dans les considérations économiques, peut-être Xavier Timbaud. Alors, une question de Sabine Arnaud de Challenge qui nous demande finalement, est-ce que le pendant de la question sur l'annulation de la dette, c'est en Allemagne la question du retour de l'inflation. Dans quelle mesure une annulation de dette peut être liée d'une manière à un retour de l'inflation? Et peut-être que Sven Giegold, vous aurez aussi quelque chose à ajouter là-dessus. Comment on articule effectivement ces deux dimensions et puis cette perception différente qu'évidemment on peut avoir en France ou en Allemagne sur cette problématique? Oui, elles sont effectivement… Ah, pardon. Non, c'était à toi. Non, pardon. Donc, elles sont effectivement assez liées, ces questions. Elles sont pas identiques, évidemment. Elles ne correspondent pas aux mêmes obsessions, on va dire, mais elles ont un même fond. Moi, je crois qu'il y a quand même plusieurs choses importantes à dire sur ce débat et en réaction aussi à ce que Isabelle a dit. La première chose, c'est, je pense que c'est une mauvaise idée que de dire qu'on ne fera pas la transition si on ne fait pas l'annulation des dettes. Parce que, en fait, politiquement, on a quand même très peu de chances d'annuler les dettes. Et même si Isabelle pousse le débat et pense qu'il y a une vertu à pousser ce débat, il faut reconnaître qu'il a peu de chances d'aboutir. Mais par contre, laisser filtrer cette petite musique que sans annulation des dettes, on n'y arrivera pas, c'est fournir la meilleure des excuses à tous ceux qui ne veulent pas faire la transition par climato-sceptisme ou par toute autre forme d'irresponsabilité intergénérationnelle. Il trouverait là un prétexte. Et fondamentalement, quand on regarde ce que coûte la transition, laisser passer l'idée qu'on est face à un mur, un coût qui est insupportable et intolérable, est une idée qui est fausse. La transition coûte, elle coûtera, mais rien dans la transition ne dépasse ce que nous pouvons nous permettre. La réduction de niveau de vie, tu n'es peut-être pas d'accord, mais la réduction de niveau de vie qui est impliquée par la transition, quand on regarde très sérieusement les chiffres qu'il y a derrière, elle est au maximum, on va dire au maximum, et vraiment on est dans le maximum du maximum, de 5 points de niveau de vie réduit par an. Et ça, cette réduction de niveau de vie a pour contrepartie la préservation du climat. Et finalement, par rapport au scénario où on ne préserverait pas le climat, évidemment, la rentabilité, elle est immense, parce qu'on ne peut pas vivre sans climat. Donc, l'alternative, c'est l'absence de vie, d'économie, et donc, il n'y a pas véritablement d'alternative. Donc, de ce point de vue-là, voilà, la transition est coûteuse, elle pose un problème de redistribution qui est très important, et
que ce soit le débat sur l'annulation ou sur la peur de l'inflation, la question qui est derrière, sous-jacente, c'est de savoir qui va payer pour cette transition. Et qu'on annule les dettes, qu'on fasse de l'inflation, on sait que en fait, ces deux éléments sont liés parce qu'ils rendent la répartition de la charge de cette transition très diffuse et très difficile à identifier, et donc très aléatoire sur la façon dont elle tombe. La grande force des démocraties, c'est de discuter des questions budgétaires et fiscales, précisément dans cette optique et dans cet objectif d'assurer une juste répartition du fardeau. Alors qu'il faille mener des politiques économiques intelligentes qui intègrent la dimension temporelle et qui permettent d'accélérer au maximum la transition, oui, mais la force des démocraties, la responsabilité des démocraties, c'est d'être clair sur qui paye à la fin. Parce que c'est ça qui tient nos démocraties, c'est de savoir ce qui se passe et d'être capable d'en débattre. Quand on se lance dans des opérations monétaires, d'inflation, d'annulation de dette, on perd la vision de qui va au final porter tout ça. Et ça peut paraître plus facile à court terme, mais c'est extrêmement dangereux à long terme. Alors, juste pour vous illustrer ça, par un exemple qui s'apparente pratiquement à un point Goodwin, mais je vais le franchir allègrement et avec le sourire, Jézabel nous parle d'une conditionnalité de l'utilisation de l'argent qui serait dégagé par l'annulation de la dette, donc une forme de contrat qu'il y aurait entre la Banque centrale et les États pour pouvoir s'engager dans la transition. Mais c'est une idée assez choquante en fait, parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. La Banque centrale est une agence qui est au service des peuples souverains en Europe. Quand on passe un contrat avec une agence, on se retrouve dans un schéma dans lequel il n'y a plus de démocratie. Imaginez un pays où le gouvernement passe un contrat avec l'armée. Ça s'appelle une dictature. Et la souveraineté du peuple doit rester le principe premier. Et c'est pour ça que la question budgétaire, c'est l'expression de cette responsabilité. C'est-à-dire qu'avec le principe de souveraineté va le principe de responsabilité. Et donc, on ne peut pas échapper à ce débat sur qu'est-ce que c'est qu'une dette soutenable, qui va payer. Et ça ne doit passer que par des instruments budgétaires au bout du compte. Merci beaucoup. Jézabel, j'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Je vous la donne peut-être rapidement. Et puis Sven Giegold, ensuite, il y avait d'autres questions aussi pour vous. Et puis je vous ferai réagir sur cette question de l'inflation. Et puis il y a une autre question sur ce que a changé le plan de relance européen aussi en Allemagne. Donc Jézabel, peut-être rapidement pour réagir directement. Et puis ensuite, je m'adresse à vous. Oui, rapidement, donc pour réagir, quand on fait une proposition d'annulation de dette ou quand on invite à réfléchir à la monétisation, c'est-à-dire quand on invite à se demander s'il ne serait pas temps de permettre une véritable assistance financière des États par la Banque centrale, on n'est pas dans des propositions antidémocratiques, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur des propositions permettant de remettre la Banque centrale au service de l'économie, au service de la société, ce qu'elle n'est plus. D'accord ? Donc ça, c'est un premier aspect que je souhaitais clarifier. Deuxième aspect, Xavier nous dit, c'est dangereux d'installer l'idée que sans annulation de dette, mais j'irai au-delà de ça en fait, sans une réflexion sur les modalités du financement de l'investissement dans la transition écologique, on ne pourra pas faire la transition écologique. Je suis désolée, mais vraiment si on ne réfléchit pas à la façon dont on va pouvoir dès aujourd'hui financer cette transition au-delà des financements de marché, au-delà des crédits bancaires, cette transition, elle ne se fera pas. La preuve en est que le contexte d'avant-crise sanitaire, quel était-il ? C'était un contexte de taux d'intérêt déjà très bas, qui aurait pu permettre ces investissements. Ni le secteur privé, ni le secteur public n'a réalisé ces investissements à la hauteur où il faut les réaliser. Il y a des besoins d'investissement supplémentaires nécessaires dans la transition écologique. Il y a une masse de travaux qui les évalue. Est-ce que les plans de relance actuels au niveau national ou au niveau européen comblent ces besoins ? La réponse est non.
Il faut être clair. Prenons juste le cas français. Avec le plan France Relance, il y a un volet écologique dans ce plan France Relance. Il y a un volet écologique pour 30 milliards d'euros. C'est bien, ça comble les 20 milliards d'euros de besoins d'investissement supplémentaires dont on a besoin, sauf que ce plan France Relance étale ça sur 2 ans. On aurait besoin de ces 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année pendant 10 ans pour atteindre l'objectif de neutralité climatique fixé par l'Union européenne. Comment on arrive à ça? Et comment on arrive à ça, pas seulement en France, mais dans tous les pays de la zone euro, dans tous les pays de l'Union européenne? Donnez-moi la solution. Voilà, c'est juste à cette question-là, en fait, hein, qu'on entend répondre. Et c'est pas, voilà, encore une fois, cette proposition ne se, si vous voulez, se dépasse, je dirais. C'est-à-dire que cette proposition d'annulation, c'est cela qu'elle interroge. C'est comment on finance la transition écologique sans buter sur cette contrainte de soutenabilité de la dette qui va nous coller au basque assez longtemps. Merci beaucoup. Sven Giegold, je me tourne vers vous, du coup, désormais, pour peut-être rebondir sur cette question de l'inflation qui est liée à l'annulation. Et puis, une autre question nous est posée par un auditeur qui vous demande si vous ne pensez pas que l'état d'esprit en Europe et du coup, a fortiori en Allemagne, l'état d'esprit sur la dette est changé depuis la mise en place du plan de relance européen. Est-ce que tout ce qui s'est joué depuis la crise sanitaire n'a pas pu faire évoluer la perception d'une annulation? Je vous laisse la parole. D'abord, pardon, Aude, mais j'aimerais bien réagir à quelques hypothèses ici. Allez-y. Et je dois d'abord dire de réagir à quelqu'un qui connaît assez bien le débat économique et politique économique bien en Allemagne, de dire non, il n'existe pas ce problème de capital politique. Malheureusement, je dois dire, ça existe. Je suis très heureux que ce débat d'annulation jusqu'à aujourd'hui n'est pas un grand débat en Allemagne. S'il serait, l'effet serait très clair. L'effet serait de limiter cet espace pour la Banque centrale européenne qui est utilisé déjà aujourd'hui. Et évidemment, ce n'est pas directement une question d'inflation. Et je partage économiquement que l'annulation de la dette ou monétarisation de la dette en tant que telle n'est pas inflationniste. Je ne comprends pas comment ça pourrait se traduire directement dans une tendance inflationniste. Peut-être un financement après massivement des investissements publics pourrait être inflationniste, mais c'est pas l'annulation en tant que telle. Mais à mon avis, cette utilisation de capital politique pour une proposition, pour cela, il faut changer vraiment le débat profondément, pas que seulement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Ça utilise du capital politique. Et il faut voir que déjà aujourd'hui, la Banque centrale européenne a changé le débat autour des déficits et dettes. Et j'aimerais bien vous montrer quelques chiffres là-dessus, parce que ça, c'est très important dans ce débat-là. Et c'est extrêmement court, mais si vous voyez ici les dépenses des États dans la zone euro pour l'intérêt payé pour la dette publique avant la création de la zone euro. Ici, 98. C'était en France 3,4% de PIB en dépenses d'intérêt sur la dette publique. Aujourd'hui, c'est 1,4. En Allemagne, c'était exactement le même chiffre, 3,4. Maintenant, 0,8. Même la Grèce a payé 7,7% d'intérêt pour son dette publique avant la création d'euros. Aujourd'hui,
2,9. C'est-à-dire pour tous les États membres, la situation des financements publics est devenue beaucoup plus favorable. Et évidemment, il y a des déséquilibres dans la zone euro. Et il faut aborder ces déséquilibres contre la droite en Allemagne, qui est fortement contre ce débat autour d'aborder ces déséquilibres. Mais à la fin, ce qu'il faut pour le financement des investissements verts et digitaux, il faut de rester dans ces conditions de financement favorables. C'est pour limiter ces dépenses. C'est-à-dire l'annulation, résoudre un problème qui n'existe pas. C'est-à-dire déjà aujourd'hui, les conditions pour le financement des investissements sont favorables pour les États et pour le secteur privé. Et c'est qu'on a besoin de stabiliser ces conditions favorables de financement. Et la raison pourquoi les investissements ne sont pas faits, ce ne sont pas les conditions de financement. Il y a beaucoup de moyens de financement au taux bas. Mais la raison, c'est le manque de profitabilité de ces investissements à cause du manque de régulation écologique. C'est-à-dire, il faut la régulation écologique pour recevoir la profitabilité des investissements privés et en plus, il faut lever pour les investissements publics nécessaires ces limites irrationalistes du régime Maastricht. Et pour résoudre ce limite, et pour lever ce limite, il faut des propositions convaincantes qui causent pas des craintes dans une bien part de l'Europe. Et c'est exactement l'effet sûr d'un débat fort européen sur l'annulation. Et voilà. Et à la fin, il y a des limites juridiques aussi en Allemagne parce que c'est quelque chose qui n'existe pas comme ça en France, mais c'est presque sûr que la Cour constitutionnelle va interdire une politique comme ça et toute participation de Bundesbank dans une politique comme ça. C'est Karlsruhe et le cours constitutionnel allemand à Karlsruhe et en fait, je suis après les dernières décisions de Karlsruhe autour de l'euro, c'est presque sûr qu'une annulation massive serait répondue par un clair non de jurisprudence allemande. Et c'est pourquoi il faut chercher pour les pas qui résoudre le problème sans causer la résistance massive politique et juridique. Et c'est possible. Et il faut concentrer sur ces questions-là. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je remarque dans le chat sur finalement ce que ça interroge aussi derrière la question d'annulation, c'est envers qui on est endetté en tant qu'État, comment diminuer peut-être l'emprise des marchés financiers et la pression qu'ils peuvent du coup opérer sur les dettes publiques et comment du coup derrière on arrive à avoir des modalités d'endettement qui laissent plus la place à un pouvoir démocratique. Xavier Timbaud, vous avez commencé à évoquer du coup une nécessaire réforme de la BCE pour reprendre peut-être un peu plus de contrôle démocratique sur notre dette. Par quoi est-ce que ça passe pour vous concrètement? Alors, la question de la Banque centrale et du rapport entre les institutions démocratiques, les marchés, le fonctionnement de l'économie de marché est effectivement extrêmement important parce que la Banque centrale, c'est le vecteur, c'est le bras armé en quelque sorte de la relation entre l'économie et les marchés financiers et les États et les marchés financiers. Et on voit bien, par exemple, la garantie qu'apporte aujourd'hui la Banque centrale européenne aux titres souverains, quels qu'ils
soit en Europe, sans que ce soit totalement explicite, mais c'est quand même très largement devenu la nouvelle doctrine depuis 2012, et elle a été plutôt renforcée au fil du temps. C'est un moyen d'aller contre les marchés. Les marchés ne peuvent plus spéculer contre les titres souverains en Europe parce que la Banque centrale s'y oppose. Donc, c'est là que la Banque centrale est à la fois un outil extrêmement puissant et extrêmement précieux qu'il faut vraiment considérer avec toutes les précautions nécessaires. Juste pour vous donner un petit scénario catastrophe qu'on peut imaginer, Sven nous dit, si jamais on fait une annulation, la Bundesbank n'y participera pas. Donc ça va mettre l'eurosystème dans une situation intéressante, c'est qu'il va y avoir certaines banques centrales, la Banque de France, la Banque d'Italie en Europe, qui vont avoir des fonds propres très négatifs, et puis d'autres qui vont avoir des fonds propres très positifs. Et on a construit, alors c'est une fiction qui est peut-être maladroite, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a construit, le SEBC, sur l'idée que chaque banque centrale était un actionnaire de la Banque centrale européenne, et qu'à ce titre, c'était par le biais de son actionnariat qu'il avait des droits de vote à l'intérieur de la Banque centrale européenne. Si certains États se retrouvent avec des fonds propres négatifs, il est possible que les autres disent, ceux qui ont des fonds propres qui ne sont pas négatifs, bah, ok, vous avez des fonds propres négatifs, vos banques centrales ont accusé des pertes, mais on va réduire votre droit de vote parce que, de fait, la garantie que vous apportez au capital de la Banque centrale européenne est réduite. Et là, on entre dans un schéma qui serait totalement invraisemblable, donc qui pourrait conduire à l'éclatement de la zone euro, donc en cascade dans cette histoire, sachant que l'annulation des dettes, en fait, de ce fait, ça ne serait pas une annulation, mais ça serait plutôt un cantonnement dans les banques centrales de la dette. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que la trace reste et qu'on pourra gloser pendant des années sur cette trace. Moi, je pense que la voie très importante aujourd'hui, elle est de bien réfléchir à ce qui limite aujourd'hui le pouvoir de la Banque centrale européenne et aux difficultés qui la fragilisent juridiquement. Alors, elles sont importantes, ces fragilités. Sven pourra nous en parler abondamment, mais la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a quand même tenu des propos assez durs sur la Banque centrale européenne et menacé que la Bundesbank ne puisse pas suivre la Banque centrale si elle effectuait des programmes dans certaines dimensions. La Cour de justice de l'Union européenne a dit il faut que la Banque centrale européenne démontre la proportionnalité des politiques qu'elle a conduites pour que ces politiques puissent être validées et répondre d'une certaine façon à la Cour constitutionnelle allemande sur ces points. Quel est le problème? Le problème, il est que les statuts de la Banque centrale européenne, ils sont figés dans le traité de Maastricht, et en fait, ils sont figés dans une définition qui a été écrite il y a pratiquement 30 ans, sans possibilité d'évolution. Le monde a beaucoup changé. Les questions monétaires se sont considérablement modifiées. Les crises successives ont montré qu'il y avait des nécessités absolues qui n'étaient pas incluses dans ces traités, que les questions monétaires ont aussi largement évolué. Isabelle a écrit un papier assez intéressant sur les transformations monétaires du monde récemment, donc je vous invite à le consulter, mais je pense qu'il y a quelque chose de très très vrai là-dedans. Et on est dans une situation où les statuts de la Banque centrale européenne, pour les faire évoluer, il faut l'unanimité des pays qui ont signé le traité, l'unanimité des pays de l'Union européenne. C'est une situation qui est aberrante, parce que voilà, un traité qui a été pensé il y a 30 ans, des statuts qui ont été pensés il y a 30 ans, vont devenir de plus en plus obsolètes dans un monde qui évolue très très vite. Donc ce que je pense très très important, c'est qu'on définisse, on change en Europe et on entérine le fait que l'union économique et monétaire est arrivée dans une nouvelle étape, qu'elle est plus mature, et qu'on ouvre la possibilité de la modification des statuts de la Banque centrale, sans dire dans quel sens on va les modifier, et sans chercher non plus à faire des modifications radicales, mais simplement d'ouvrir la possibilité de la modification des statuts de la Banque centrale européenne, et de les remettre entre les mains d'une démocratie représentative légitime sur cette question. Ça peut être le Parlement européen, on peut imaginer des solutions plus complexes, où on aurait l'équivalent d'un parlement, d'un congrès comme le Parlement européen, et d'un Sénat qui représenterait les États membres pour avoir une forme de majorité un peu plus difficile à obtenir. On peut imaginer que la modification des statuts ne se fasse pas à la majorité simple, mais doivent se faire à une majorité qualifiée, voire une majorité très qualifiée, pour permettre la stabilité institutionnelle et pour éviter la dictature de la majorité sur ces questions. Mais faire ça permettrait aujourd'hui déjà de résoudre complètement les problèmes juridiques qui menacent les instruments monétaires de la Banque centrale européenne,
Et puis, ça permettrait d'ouvrir un certain nombre de chantiers qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, Dominique Plion posait la question de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire participer la Banque centrale à la question de la transition. Ben, voilà, si on peut modifier les statuts, on peut réfléchir à quels sont les instruments sur lesquels on est prêt à trouver un compromis. Et je pense que le fait de trouver un compromis est très important. La monnaie et la Banque centrale sont des biens communs. C'est ce qui conditionne notre relation avec les marchés financiers. Donc, il faut vraiment trouver des compromis qui soient très solides et qui soient très robustes. Il ne s'agit pas de faire des aventures politiques hasardeuses. Mais par contre, il est important d'avoir cette flexibilité. Et ça, c'est la construction d'une banque centrale qui serait véritablement démocratique, puisque sa dépendance à la souveraineté populaire serait parfaitement établie et parfaitement définie. Isabelle, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier, avec la nécessité de repenser le cadre institutionnel de la Banque centrale, ses statuts, mais c'est précisément à cela que conduit en fait notre proposition. Et je constate juste au passage que cette nécessité de changement de cadre que souligne Xavier va totalement à l'encontre de ce que nous disait Sven juste avant, qui soulignait la nécessité de trouver des solutions à cadre institutionnel constant. Moi, il me semble aussi qu'on va devoir interroger ce cadre institutionnel de la Banque centrale européenne qui a été pensé en fait à un moment donné où l'inflation a été perçue comme le mal absolu, comme le problème à combattre. Mais alors, peut-être que les citoyens allemands doivent se faire une raison sur cette question-là, mais le problème actuel, ce n'est plus l'inflation. Le problème actuel, c'est au contraire un risque déflationniste important. Donc, ça me semble tout à fait dangereux de continuer de fonctionner avec un cadre institutionnel qui, en fait, est imprégné de cette crainte de l'inflation, alors qu'elle n'est plus le problème. Je voudrais préciser, j'ai 2-3 minutes encore. Enfin, je voudrais... Oui, allez-y, 2 minutes, et après je prendrai une question de... Je voudrais juste préciser la façon dont l'annulation amène à questionner le rôle de la Banque centrale européenne. Ça pose vraiment la question en fait de l'assistance financière que la Banque centrale doit apporter aux États. Parce que cette assistance financière, elle est interdite justement aujourd'hui par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais cette assistance financière, elle est nécessaire. Et d'ailleurs, le quantitative easing, c'est déjà une forme d'assistance financière, mais c'est une forme d'assistance financière très faible, indirecte et non assumée. La monétisation, ce serait une forme forte d'assistance financière. D'accord ? Si la Banque centrale transférait directement de la monnaie centrale aux États sans contrepartie, ça, ce serait une forme d'assistance absolue. L'annulation, c'est une forme intermédiaire, je dirais, d'assistance financière. En tout cas, on va avoir besoin d'une forme plus forte, plus assumée d'assistance financière si l'on veut réaliser la transition écologique. Donc, c'est vraiment ce point en fait qu'on souligne avec la proposition d'annulation. Et bien sûr que ça amène, si vous voulez, à remettre en question l'indépendance de la Banque centrale, puisque ça amène à souligner cette nécessité de mettre la Banque centrale au service du financement des États. Et voilà. Et je pense que l'indépendance de la Banque centrale, ça avait du sens quand la mission qui était confiée à la Banque centrale était précisément la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation, parce que les États, en effet, ont une tolérance vis-à-vis de l'inflation qui ne sied pas à un objectif de stabilité des prix. Mais lorsque le problème n'est plus l'inflation, lorsque le problème, c'est la déflation, lorsque le problème, c'est au fond la stagnation séculaire qui s'affirme, eh bien... et qu'en plus, les États doivent consentir à des investissements massifs pour réaliser la transition écologique, l'indépendance n'a plus de bien fondé. Et de toute façon, je dirais que
l'indépendance est déjà pas mal entamée. L'indépendance de la Banque centrale est déjà pas mal entamée parce que il y a aujourd'hui une véritable interdépendance entre banque centrale et État. Les États ont besoin de la Banque centrale pour faciliter leur financement, il faudrait aller au-delà de ça. Et la Banque centrale a besoin aussi, finalement, de la politique budgétaire des États aujourd'hui, des résultats de cette politique budgétaire pour arriver à atteindre des objectifs qu'elle n'atteindra pas avec ses propres opérations de politique monétaire. Ce n'est pas le QE qui permettra à la Banque centrale d'atteindre sa cible d'inflation et de ramener la stabilité économique, et ni a fortiori d'ailleurs de garantir la stabilité financière. Ça fait tout le contraire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une situation d'interdépendance très forte entre les deux. Sven Giegold, je vous laisse la parole. Je sais plus que vous aviez levé la main. À la fin, j'aimerais aussi réagir à quelques commentaires sur le chat. Et en fait, à mon avis, le easing quantitatif et la souplesse des conditions financières dans la zone euro d'aujourd'hui, qui était déclenchée par la Banque centrale, était acceptée par l'Allemagne simplement à cause de l'indépendance de la Banque centrale. C'est l'ironique parce qu'en fait, une décision politique en Allemagne, pour une politique comme ça, serait impensable. Et il faut comprendre ce sentiment dans la grande majorité des économistes et aussi dans la population allemande. C'est-à-dire, avec un vote au Bundestag pour un changement des traités, comme discuté ici, serait impensable. C'est-à-dire, on ne va pas trouver une majorité politique pour cela. Et c'est pourquoi, à mon avis, notre intérêt à tous ces Européens plutôt progressistes qui veulent cet investissement massif, il faut soutenir l'utilisation de l'indépendance de la Banque centrale pour stabiliser ces conditions de financement favorables. C'est exactement ce qu'on a besoin. Et le cours à Luxembourg, le cours européen, a donné et signalé très clairement ce que la Banque centrale peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et en fait, la Banque centrale peut faire assez beaucoup. Et cet espace est tout à fait suffisant si la Banque centrale continue de soutenir cette politique. Et en fait, il faut dire, les ordres libéraux dans les Bundesbank, dans l'orthodoxie de pensée économique allemande, ils ont perdu le débat dans la Banque centrale européenne. Et c'est exactement pourquoi ces politiques de quantitative easing étaient possibles. Et c'est pourquoi, pour moi, les conditions pour le financement de transition verte sont favorables. Les taux d'intérêt bas pour les États et pour le secteur privé. Pour le secteur privé, la raison de manque de financement, ce n'est pas les taux d'intérêt ou un manque de moyens de financement, c'est le manque de profitabilité à cause du manque d'un prix CO2, d'un manque de régulation forte et écologique. Et pour le secteur privé, ce sont les règles pour le secteur public, ce sont les règles de Maastricht. Et ces règles sont un vrai problème. Et il faut résoudre ces problèmes pour être capable d'utiliser cet espace de financement qui existe déjà. Et c'est pourquoi laissez-nous ensemble concentrer sur ces vrais problèmes plutôt de débattre quelque chose pour laquelle il faut un vote politique et pour cette vote, la majorité, les consensus des États membres n'existent pas. Il ne va pas exister. Et c'est pourquoi cette proposition bien fondée des économistes en France, et pour nous en Allemagne, ça ne nous aide pas pour construire cette volonté partagée européenne.
Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à un ou deux auditeurs qui ont des questions à poser et qui aimeraient le faire de vive voix. Alors, j'aimerais donner la parole à Jérôme Trottignon, si les modérateurs peuvent lui donner la parole. Voilà, je pense que vous pouvez poser votre question oralement. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Et merci de me donner la parole. Juste un petit tac au tac par rapport à ce qui vient d'être dit. Le consensus sur la taxe carbone aux frontières n'existait pas auparavant. Et aujourd'hui, on va avoir bientôt voté au Parlement une taxe carbone aux frontières. Donc ça peut évoluer. Ma question portait sur la légalité de la mesure d'effacement des créances détenues par la BCE sur les États. Isabelle Coupet-Soubeyran semblait dire tout à l'heure que ça n'était pas conforme au traité. Or, quand on évoque, comme le font en général les personnes qui considèrent que ça n'est pas légal, comme Christine Lagarde, on évoque donc l'article 123, et quand on évoque l'article 123, qu'est-ce qu'on y voit si on le regarde de près? Bon, moi, je ne suis pas juriste, mais je lis attentivement. Je vois que ce qui est interdit, c'est le rachat direct de dette publique. Je vois que ce qui est interdit sont les découverts aux États, sont les crédits aux États, et aucun de ces trois cas de figure en fait, ne correspond à l'annulation. Et en fait, le traité ne parle pas de la question de l'annulation. Donc, a priori, il y a une espèce de vide juridique qui fait qu'il n'y a pas d'interdiction. Enfin, je pose la question. Merci. Merci à vous. Isabelle, peut-être je vous laisse répondre. Oui, je peux répondre. Jérôme, vous avez raison, ce n'est pas stricto sensu interdit l'annulation. Et d'ailleurs, aucun traité, aucune loi n'interdit, je l'ai dit tout à l'heure, à un créancier d'abandonner ses créances. Cela étant, si on rentre dans l'esprit de l'article 123. Nul doute, si vous voulez, qu'une annulation des dettes publiques à l'actif de la Banque centrale européenne serait lue par les juristes de la BCE, et Christine Lagarde l'a confirmé, comme quelque chose de contraire à ce fameux article 123 qui interdit au fond d'apporter une assistance financière. Alors, il y a toujours, si vous voulez, un flou, parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, les rachats d'actifs, d'une certaine manière, c'est déjà une assistance financière, mais une assistance financière très faible, qui aurait pu, et qui d'ailleurs a été perçue au départ comme quelque chose de contraire à l'article 123, d'accord ? Et la cour allemande a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises cet aspect. Et puis ensuite, eh bien, ça a été finalement perçu comme compatible. Donc, bien sûr qu'il y a du flou, que la compatibilité juridique, eh bien, ça se discute parce que c'est une histoire de lecture, c'est une histoire d'interprétation. Cela étant, moi, je ne veux pas me battre longtemps, si vous voulez, sur la question de savoir si c'est bien dans l'esprit ou pas dans l'esprit du traité. Bien sûr que ce n'est pas dans l'esprit de l'article 123, mais je pense que le QE n'est pas non plus dans l'esprit de l'article 123, et pourtant le QE est devenu l'instrument prépondérant de la politique monétaire. Et j'en profite d'ailleurs, pas pour parler trop longtemps, mais pour simplement dire à Sven qu'à mon avis, il surestime grandement la capacité de la stratégie actuelle de la Banque centrale européenne reposant, d'accord, en grande partie sur les rachats d'actifs, à remplir parfaitement le mandat de la Banque centrale. Je pense que là, les Allemands ont du souci à se faire. Si vraiment ils sont aussi attachés, que vous le dites, au mandat de la Banque centrale, alors qu'ils s'interrogent bien davantage, comme le fait la Cour de Karlsruhe, d'ailleurs, sur les conséquences du QE pour les objectifs de la Banque centrale. En fait, c'est très paradoxal, le QE, parce que c'est absolument indispensable dans cette union monétaire très bizarre qui est la zone euro, une union monétaire sans union budgétaire. Donc, c'est absolument indispensable pour faire pression sur les taux souverains et pour fermer les spreads. Mais d'un autre côté, sur le plan de la stabilisation macro-conjoncturelle, autrement dit sur l'effet que ça peut avoir sur nos économies, et même sur l'effet que ça peut avoir au niveau de l'inflation,
eh bien, c'est tout à fait défavorable. Les rachats d'actifs ne permettront absolument pas à la Banque centrale de remplir ses objectifs. Ils lui permettent simplement de pallier les insuffisances de la zone euro et en particulier eh bien, cette absence de dette commune qui rend plus compliqué le financement des États. Et si la Banque centrale européenne n'était pas là avec ses rachats d'actifs pour faciliter le financement, eh bien, il y aurait un gros souci. Voilà. Xavier Timbaud, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je pense que ça sera les... Et puis, je vous donnerai la parole ensuite, Sven Giegold. On arrive à peu près au terme du débat, donc peut-être si vous avez quelque chose à dire en réaction à cette question-là, et puis peut-être simplement attirer notre attention sur des perspectives en conclusion. Bon, Sven, allez-y, et puis Xavier Timbaud, je vous donne la parole ensuite. Qui d'abord? Allez-y. Ah non, comme vous voulez. Non, en fait, il y a déjà la possibilité pour la Banque centrale d'interpréter leur mandat. Il y a certaines limites et les limites sont heureusement pas définies par la population allemande, mais par le cours à Luxembourg et le Conseil de la Banque centrale. Heureusement, je veux dire. Et là, évidemment, le financement indirect pour limiter les spreads entre les États membres semble être légal sur certaines conditions. Et cela est suffisant pour stabiliser la situation de financement suffisamment. On inverse toutes les propositions qui semblent changer ces balances européennes autour des conceptions de la Banque centrale et qui demandent un vote politique serait évidemment très difficile. Autour des règles fiscales, j'ai plus d'espoir dans la situation allemande parce qu'aujourd'hui déjà, on a beaucoup des économistes de plutôt centre-droite qui soutiennent ces changements. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut, pour rester compétitif, il faut des investissements massifs en Europe. Et ces règles nous empêchent dans la concurrence internationale. Et c'est pourquoi on a une chance de lier des arguments progressistes avec ces arguments qui viennent plutôt de centre-droite. Et là, on a beaucoup plus de chances que dans ces propositions comme abordées ici. Et à la fin, à mon avis, c'est juridiquement, c'est juste que pour l'annulation de la dette en tant que telle, à mon avis, il n'est pas 100% clair si c'est légal ou non. Sous article 123 de la traité, la service juridique de la Banque centrale pense que c'est illégal, mais à mon avis, j'ai aussi parlé avec les juristes là-dessus, c'est pas clair, mais avec la condition de refinancer après par un nouvel endettement, c'est clairement illégal. C'est-à-dire dans la proposition des économistes pour l'annulation, et cette combinaison est clairement illégale parce qu'il a lié l'annulation avec la nouvelle endettement des États. Et c'est pourquoi c'est clairement le financement des États pas à cause de politique monétaire, mais à cause de nécessité de financement. Et c'est pourquoi, à mon avis, pourquoi nous, en tant qu'économistes progressistes, n'utilisons pas l'espace qui existe pour la Banque centrale, soutient cet espace plutôt que lancer un débat qu'on ne peut pas gagner dans les conditions politiques et juridiques qu'on a aujourd'hui en Europe. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner ensemble. Cela n'est pas dans la liste. Merci beaucoup. Xavier Timbaud, je vous laisse la parole juste vraiment une minute ou deux, et puis après, on va conclure.
Oui, vraiment très rapidement, et puis pour ne pas rallumer des polémiques, mais je pense qu'on a une banque centrale aujourd'hui qui a un objet assez précieux, qui arrive à exercer la répression financière sur les marchés financiers en faisant payer un taux d'intérêt souverain qui est inférieur au taux de croissance nominal. Et donc, c'est quelque chose qui est en soi déjà une réussite compte tenu de l'équilibre politique que représente cette BCE. Je pense que le vrai débat en Europe, fondamentalement, c'est le débat à la fois budgétaire et fiscal. Budgétaire, c'est-à-dire c'est le traité de Maastricht et le critère de 60% de dette aujourd'hui principalement. Celui sur la contracyclicité des politiques budgétaires, il est plutôt acquis maintenant. Donc le véritable débat, il est maintenant sur les objectifs de dette. Et puis fiscal, je pense que ça a été évoqué dans le débat par Isabelle et par Swen. Fiscal, c'est aussi très important, une fiscalité coordonnée en Europe, des règles de concurrence en Europe qui permettent l'établissement d'une fiscalité dans chaque pays et qui ne vont pas détruire les bases fiscales par de la concurrence fiscale entre les pays européens. C'est aussi extrêmement important. Et ça, c'est des chantiers qui sont absolument nécessaires parce que si on ne les conduit pas, effectivement, on va se retrouver dans une situation où on ne pourra pas financer, on ne pourra pas faire payer la transition environnementale. Et donc, on en sera réduit à des acrobaties, et des acrobaties qui sont incertaines et dangereuses. Merci beaucoup. Voilà, désolée, Isabelle, j'ai vu que vous vouliez reprendre la parole, mais on arrive malheureusement au terme. Mais le débat va continuer, en tout cas dans les prochaines semaines, c'est certain, et par différents canaux. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et merci encore à la Fondation Heinrich Böll et l'Institut Veblen pour l'organisation. Voilà, c'était une discussion passionnante et je vous souhaite à tous une excellente journée.